C'est 1, bon. 2, 1, 2, 1, 2. On est en live. Cool. Ça va, t'es pas trop stressé? Pas du tout. Je suis Magnifique. plutôt impatient que stressé. Ah, Et curieux. ça on aime bien ça. Ça on aime bien. Un peu peur aussi. Un peu peur. Peur de ce que tu vas aller chercher, quoi. Mhm. Ouais, t'as raison. T'as raison, mais je serais pas trop méchant. Non, je pense pas que ce soit méchant, mais... Ok. Euh, Bonjour à toutes et tous. Bienvenue dans Le Passeport Illimité, le podcast qui déconstruit et explore les idées reçues sur la gestion du stress, la gestion émotionnelle et le développement du leadership. Bienvenue à mon premier hôte de cette série, de cette nouvelle saison 2 du podcast. On va commencer à aller plus en profondeur avec des invités de précision, de renom, j'espère, et surtout des personnes qui sont, à mon avis, inspirantes et qui ont pas mal de choses à vous partager. Alors, installez-vous bien et on est parti. Julien, Yes. bienvenue. Bonjour. Merci de l'invitation. Merci de l'honneur d'être le premier invité Le premier de la série. de la nouvelle saison. T'as la pression un peu ou pas? Non, pas spécialement la pression. Enfin, une pression personnelle, c'est un sujet qu'on n'aborde pas souvent. Ouais. C'est même, en tout cas dans mon cas, quelque chose auquel je pense pas beaucoup. Mhm. Et donc c'est là que la démarche est intéressante aussi. Du coup, forcer un peu à aller dans cette réflexion sur Ouais. soi-même. Sortir un peu de sa zone de confort. Ouais. Probablement découvrir, en apprendre un peu plus sur soi-même. Je Ok. pense que c'est un peu ça la démarche. Ok, magnifique. Donc c'est cool. Cool, tant mieux. J'ai envie de commencer par une première question qui n'est pas vraiment conventionnelle. Si tu devais mettre un nom, donc tu es totalement libre au niveau de ta créativité, tu devais mettre un nom qui te caractériserait, un mot, un nom, peu importe comment tu pourrais l'appeler, comment est-ce que ce serait quoi ta réponse? Déterminé, je dirais. Ok. Déterminé, pourquoi? Un mix entre déterminé et persévérant, je pense, en fait. Pourquoi? Parce que je pense qu'assez rapidement, à plein d'égards, j'ai eu une idée assez claire de ce que j'avais envie de faire. Je ne parle pas qu'au niveau professionnel, je parle même au niveau privé. Et qu'à partir du moment où cette idée a été définie, ou ces idées, j'ai été déterminé à atteindre. Et puis voilà, en sachant que c'est des projets en général assez long-termistes, que ce soit lancer une boîte, avoir des enfants, acheter de l'immobilier, ce genre de choses. Même si ça fait longtemps que c'est dans ma tête, j'ai été déterminé pour le faire, en fait. Et jamais lâcher, et me dire que c'était ça la direction, et pas me poser de questions, en fait, aussi. Je pense qu'on reviendra certainement sur cette partie-là. Ça, c'est sûr. Mais voilà. Mais tu as dit déterminé et persévérant, c'est ça? Tu mettrais les deux... il y a une différence pour toi entre les deux ou, Ouais, je pense qu'il y a quelque chose d'un peu plus humble dans la persévérance. Parce que déterminé, ça... Tu vois, ça pourrait avoir une connotation un peu plus... ambitieuse, dans le sens je suis déterminé à réussir quoi qu'il en coûte, quelque chose qui pourrait même bafouer certaines valeurs ou quoi. C'est pas ce volet-là de la détermination. Okay. C'est plus l'idée d'avoir une idée, de s'y fixer et de faire ce qui est nécessaire pour y arriver. Et du coup d'être persévérant aussi, même si c'est un peu plus long que prévu ou plus compliqué. C'est comme ça que je les associe, quoi. La persévérance, tu la définirais comment, toi? Parce que je trouve que c'est intéressant. Je pense qu'on peut le faire, on peut le mettre en lien avec ce dont on va parler aujourd'hui. Donc ça m'intrigue un peu de voir un peu ta définition. De manière très brute, persévérance, je dirais de rien lâcher, quoi. Je pense que c'est comme ça que je le définirais. Ok. Ouais. Moi, je le définis genre, tu sais, comme dans le côté persévérance, j'aime bien le côté un peu résistance, tu vois, résilience. Et je dis ça parce que pour moi, vraiment, la résilience, c'est associé à ce côté émotionnel qu'il va falloir un peu affronter. Et c'est pour ça que je trouve que c'est intéressant de voir un peu les visions. Ouais. Après, je trouve que la résilience, elle a un côté... ça a été dur. La persévérance, ça peut ne pas être dur.
Ça peut juste être long. Ah, toi, t'associes pas, c'est hyper intéressant, t'associes pas la longueur à la douleur. Pas, ça peut prendre du temps. Ça peut prendre du temps. Et du coup être difficile parce que ça prend du temps et qu'évidemment, dans une certaine perspective, on voudrait toujours avoir les choses tout de suite. Mais je crois qu'il y a une différence entre les choses qui prennent du temps et les choses qui sont vraiment dures. Il y a des choses qui sont plus dures que le temps. Enfin, tout est relatif, hein, mais... Oui, bien sûr. Parce qu'on peut tout rapporter au temps, mais si ce n'est le fait d'attendre un peu plus longtemps, il y a des choses qui sont bien plus compliquées que ça sur le chemin, je pense, que juste le fait de devoir attendre un peu plus longtemps, quoi. Ok, donc toi, tu relativiserais beaucoup par rapport à cette notion de temps, quoi, de longueur. Ouais. Mais ils sont liés, par contre, hein, la persévérance et la résilience, c'est obligé, c'est très lié, mais l'un n'inclut pas toujours l'autre. Tu peux avoir de la persévérance sans résilience. Ouais. Ok. Enfin, dans ma définition des choses, parce Ok. que la résilience a vraiment cette notion de ça a été dur. Ok. Et je me suis battu pour, et ça a été vraiment dur. Ce qui est différent de ça a été long. Ouais, ok, intéressant. Ouais, non, c'est pas intéressant, je suis en train de réfléchir en même temps. C'est pour ça. Je pense à des personnes que je connais et je trouve que, en tout cas, enfin, je vais pas faire de généralité, mais que moi, dans mon entourage, souvent, je trouve qu'une des plus grandes difficultés pour les gens, c'est de continuer à avancer, donc vraiment de persévérer, parce que pour moi, ils associent en fait un certain niveau de douleur au fait de persévérer dans le temps, qui en fait est, je trouve, moi, imaginaire, vu que en soi, techniquement, tu sais pas comment sera demain, donc c'est quelque chose de vraiment relatif et c'est dans ta tête, en fait. T'imagines que ça va être dur, donc tu te dis, en fait, autant ne pas continuer ou c'est compliqué. Et je trouvais que c'était... que oui, le côté résilience, c'est pour moi, il y a eu potentiellement un événement qui, et ensuite, bah, t'es challengé par rapport à cet événement et on va voir comment tu réagis, ça je suis d'accord. Mais que de l'autre côté, beaucoup de personnes associaient quand même beaucoup de douleurs potentielles à l'idée de persévérer, que ça les empêchait peut-être aussi de persévérer. Bon, c'était comme ça que je le voyais. Bah, j'associe plus de douleur au doute qu'au fait d'avancer, quoi. Et si tu décides d'arrêter, t'es emprunt au doute, parce que du coup, tu fais quoi? Si tu avais un plan en tête et que du jour au lendemain, tu te dis bah non, en fait, ça va être trop compliqué, tu rentres dans une dynamique qui, pour moi, est bien plus douloureuse et bien plus compliquée que celle de te dire, en fait, je vais enfin, peu importe, on avance. Avancer, c'est, je crois, le truc le plus important, en fait. Il n'y a pas de bonne, il n'y a pas de mauvaise... en tout cas, il n'y a pas une seule bonne décision. Il n'y a jamais une seule bonne décision. Il y a plein de chemins... Et puis voilà, je crois que le plus important, c'est prendre des décisions. Certainement pas s'arrêter en sachant bien qu'il y en aura des bonnes, il y en aura des moins bonnes, il y en aura probablement des mauvaises. Mais au fin fond, si la direction, elle est définie, et je crois que c'est là... C'est assez marrant parce que j'ai eu une discussion avec un ami qui, s'il écoute le podcast, se reconnaîtra sur le fait que... de se projeter dans la vie. Et il avait du mal à se projeter dans la vie. Par rapport à ce que je disais, moi, assez rapidement, ça a été clair ce que j'avais envie de faire. Je voulais lancer une boîte, je voulais construire une famille, etc. Et lui, il disait, mais en fait, moi, je ne sais pas ce que je veux faire dans 10 ans. Il me dit, je suis incapable de me projeter. Et je lui dis, mais tu fais du sport, tu es bon en hockey, tu sais où tu voudrais être dans 10 ans dans le hockey. Ici aujourd'hui, tu es en couple ou tu n'es pas en couple. Tu sais, si tu veux avoir une famille, bah, du coup, tu sais te projeter. Donc, à partir de là, tu prends des décisions dans l'objectif d'atteindre cette image de toi, cette projection de toi que tu as définie. Et puis voilà. Et puis, bien entendu, que le chemin, il ne sera pas tout droit, quoi. À partir de là, mais tant qu'on prend des décisions et qu'on n'est pas... Pour moi, le pire, c'est le doute et le statu quo, quoi. C'est ne pas avancer. C'est bien plus douloureux pour en revenir à la résilience et à la persévérance que le fait que le chemin soit long. Ok. C'est marrant que là, tu as déjà anticipé un sujet, pour moi, clé de notre discussion, cette prise de décision. Mais on y reviendra tout à l'heure. C'est un sujet qui est hyper intéressant.
On va commencer peut-être par la question que j'aurais dû te poser. Julien, qui es-tu? Yes. Est-ce que tu peux te présenter succinctement en quelques mots déjà dans un premier temps pour qu'on puisse comprendre rapidement ce que tu fais un peu? Ok. En quelques mots, père de famille, d'une petite fille, entrepreneur d'une agence qui fait dans les grandes lignes du conseil en data avec 3 autres associés. Data, c'est quoi? Donc, c'est données. Hein, ouais. Donc, c'est vraiment aider les entreprises à utiliser leurs données pour mieux comprendre aussi, d'ailleurs, qui sont leurs utilisateurs, leurs clients, leurs prospects et comment mieux les adresser. Ok. Bruxellois. Détail important. Born and raised. Voilà. Et puis voilà. Ok. Magnifique. Comment rentrer dans cette question? Je vais revenir sur ce que tu fais un peu parce que, comme je t'avais dit la dernière fois qu'on a discuté, c'est pas un sujet facile. Moi, quand j'ai vu un peu ton profil, c'était dur pour moi de savoir exactement ce que vous faisiez et donc je pense que ça doit pas être évident pour tout le monde de comprendre vraiment ce que c'est la data. Je pense qu'on en entend beaucoup parler, encore plus maintenant, récemment avec le grand sujet de l'intelligence artificielle notamment. Tout à fait. Mais est-ce que ce serait, en quoi en fait la data, les données sont un enjeu réel pour aujourd'hui et pour demain en fait? Pourquoi est-ce que c'est un sujet qu'il faut adresser d'une certaine manière et auquel il faut vraiment s'intéresser? Alors, si on veut rentrer dans effectivement le contexte qui nous entoure et parler un peu de la raison pour laquelle la data est importante dans par exemple, toute l'intelligence artificielle, on ne peut plus simple. L'intelligence artificielle ne vit ou n'existe ou n'excelle que si elle est proprement entraînée. C'est le principe. Hein. C'est peu importe des algorithmes, on va dire, mais qui sont pré-entraînés sur du coup des volumes de données hyper importantes et qui permet derrière de comprendre et puis à partir de là d'explorer, d'interpréter dans une certaine mesure cette donnée pour pouvoir répondre à d'autres questions qui s'y apparentent, etc., etc. Puis c'est comme ça que tout ça se construit. Si les données qui sont injectées, qui sont utilisées pour en fait entraîner l'algorithme, c'est des mauvaises données. Et il y a eu, je pense, pas mal de cas comme ça par le passé d'intelligence artificielle, beaucoup de chatbots à l'époque, plutôt il y a 4, 5, 6 ans. En fait, où on se rendait compte que ça avait été entraîné sur des sets de données qui étaient trop restrictifs et donc des petits malins arrivaient à faire dire des choses à ces algorithmes. On pourrait débattre sur l'intelligence artificielle, mais c'est pas très grave, le propos est le même. Donc voilà, donc à partir de là, la donnée devient clé parce qu'en fait, elle est la base de l'output qu'on va recevoir de la part de l'intelligence artificielle qu'on va pouvoir questionner. Si demain on pose une question à ChatGPT et que en fait il sait pas, les données qu'il a reçues pour l'entraîner sont mauvaises, il va te sortir de la merde. Et puis du coup, qu'est-ce qui va se passer? Cette merde va être répandue sur Internet et puis voilà, les gens vont se servir de ça. Donc, je pense qu'à ce niveau-là, la donnée, du coup, elle sera d'autant plus importante demain qu'elle ne l'était hier, ça c'est sûr. Et puis du coup, c'est un cercle, hein, puisque du coup, ce qui est généré est réutilisé pour renourrir. C'est vraiment, entre guillemets, un cercle ou vicieux ou vertueux. Après, à notre échelle, nous, chez Human 27, donc l'agence que j'ai co-créée, dans une certaine mesure, la logique est la même, c'est-à-dire que on est rentré dans une ère depuis probablement la naissance des réseaux sociaux vers les années 2010, on va dire, pour être simple, dans lequel l'expérience utilisateur est devenue de plus en plus importante, où on a voulu, où les marques essayent le plus possible d'offrir une expérience la plus simple
aux utilisateurs. Si on prend Uber, par exemple, commander un taxi, c'était compliqué. Avoir une application, cliquer sur un bouton et il y a une voiture qui est là 5 minutes après, on ne fait pas plus simple. Si on prend Amazon, devoir aller en magasin, après, tout ça, c'est débattable. Hein. Je prône pas ces sociétés ou quoi que ce soit, mais il y a cette notion de simplifier la vie de l'utilisateur. Et en fait, pour pouvoir simplifier la vie de l'utilisateur, il faut comprendre qui il est, il faut comprendre comment il interagit. Et en fait, si on est, comme nous, finalement, une agence avec, 30, 40 clients, la manière dont tu connais tes clients, tu leur parles, tu poses des questions, tu demandes. Mais si on parle de millions de clients, à partir de là, le quantitatif devient beaucoup plus important. Et c'est là où la donnée devient clé. Et c'est là où une agence comme nous est importante, dans la mesure où nous, ce qu'on veut, c'est aider les entreprises à non pas collecter toutes les données qu'ils pourraient collecter, parce que de nouveau, ça n'a pas de sens. La donnée, elle doit avoir un objectif. On doit avoir des problématiques, des questions. Pas stocker de la donnée pour stocker de la donnée. Mais on veut répondre à des questions business qu'on pense être critiques. Et à partir de là, se poser les questions de finalement, si je veux comprendre qui sont mes utilisateurs, j'ai besoin de certains points de données, comment est-ce que je peux aller les collecter, comment est-ce que je peux potentiellement même connecter différentes sources de données ensemble pour pouvoir créer ces profils utilisateurs, comprendre qui ils sont, comment ils interagissent et comment du coup est-ce que je peux simplifier l'expérience que je propose, quoi. Okay. Donc c'est vraiment cette optique, dans cette optique-là. Ouais. J'ai deux questions qui me viennent comme ça. La donnée, comment tu définirais la donnée ? Voilà, de manière, l'information. C'est un concentré d'informations, en fait, c'est tout. Non, une donnée, c'est un chiffre, c'est une lettre, ça peut être plein de choses. C'est un nom, c'est une valeur, c'est une photo, c'est une vidéo, c'est un format, peu importe en fait le format qu'elle prend. C'est une pièce d'information, quoi. Ok, donc dans votre cas, vous, c'est ça, c'est que peu importe, en fait, est-ce que vous avez une spécificité sur la donnée que vous récoltez ou en fait, comme tu as dit, c'est tout... Nous, c'est plutôt de la donnée qui va d'une manière ou d'une autre pouvoir être liée à un utilisateur. Après que l'utilisateur ait déjà été, entre guillemets, identifié et qu'on sache que c'est Julien ou bien qu'on ne le sache pas encore, mais qu'on puisse dire, telle personne, on ne sait pas qui c'est, mais par contre, il a consommé tel contenu sur le site, il a acheté tel produit en magasin, voilà, c'est un peu, cette logique-là, quoi. Dans la mesure de ce qui est mesurable, parce qu'on évolue aussi aujourd'hui dans une ère de contrôle de la vie privée, voilà, tout ce qui est notion de RGPD, etc., etc., et puis tout ce qui en touche, et de l'autre côté, des limites technologiques, c'est-à-dire que c'est très rare. De nouveau, les sociétés qui sont capables d'identifier 100% des gens qui vont passer la porte de leur magasin. Alors certainement pas ceux qui n'achètent pas, et même ceux qui achètent en général, c'est encore assez rare. Donc il n'y a pas 100% de la donnée qui est disponible non plus. Donc c'est aussi aider les sociétés à naviguer avec ce qu'ils ont finalement. Voilà, avec ce qu'ils ont, et se rendre compte qu'en fait, parfois, avoir 50%, c'est mieux qu'avoir 0%. Et puis demain, on aura 60, et puis c'est un chemin, c'est progressif, quoi. C'est pas quelque chose du jour au lendemain qui se résout, et puis c'est fini. Oui, c'est ça. Donc vous avez un rôle de, on va dire, prise de conscience. Vous amenez une prise de conscience aux entreprises avec lesquelles vous travaillez, ou le côté vraiment aller mettre de la conscience sur ce problème-là, c'est pas vous qui le gérez? Ça dépend. Qu'est-ce que tu veux dire par prise de conscience? Dans le sens où comment est-ce que vous allez vous proposer par rapport à votre service? Comment est-ce que vous allez faire comprendre aux gens que c'est quelque chose qui pourrait être bénéfique pour eux, en fait? Par rapport à ça, on va dire qu'aujourd'hui, nous, on est plutôt dans une optique de dire si l'entreprise n'est pas convaincue qu'elle a un besoin, on ne va pas pousser pour aller... Parce que derrière, il y a un vrai commitment en termes de temps, en termes de ressources au sens large du terme, qui est nécessaire pour que ça marche. Et au-delà du fait que... un des commitments notamment, et surtout quand on travaille avec des plus grosses structures,
c'est le fait de forcer les équipes, différentes personnes qui n'ont pas spécialement l'habitude de travailler ensemble, à travailler ensemble. Parce que finalement, les problématiques sont souvent communes. Et ça implique un changement au sein de l'entreprise. Et le changement, c'est toujours quelque chose de plus compliqué. Donc, par rapport à ça, on va dire que s'il n'y a pas d'intérêt, on ne va pas nous pousser. Et dans l'autre sens, oui, on vient avec une opinion assez forte sur ce qui doit être fait, ce qui ne doit pas être fait, enfin plus dans la manière dont ça doit être fait, c'est-à-dire que de nouveau on vient pas en disant on va collecter toutes vos données, et si le client nous dit non je veux tout collecter, ben non, c'est quoi tes problématiques business, et puis on déroulera derrière. Ça sert à rien de perdre du temps et de nouveau des ressources à faire des choses qui créeront pas de valeur derrière. Donc je pense que ça c'est quelque chose sur lequel on insiste beaucoup, et on force les clients à opérer parfois un changement de mindset chez eux en interne par rapport à ces dynamiques. Ok, cool, merci. Ce que je te disais, c'est que j'avais 2 questions. La deuxième question, et pourquoi ça m'a amené, donc la première question m'a amené à cette deuxième, c'est parce que moi personnellement, je me suis rendu compte de l'importance de cette notion d'utilisateur, que les entreprises en fait avaient tout un tas de ressources, avaient des départements axés sur l'utilisateur et analysaient l'utilisateur seulement il y a 3-4 ans. Et enfin, moi je viens du monde scientifique, donc à la base c'est pas du tout ce qui est business, etc. C'est pas du tout quelque chose que je connaissais. Et quand j'ai découvert ce qu'était le marketing, donc il y a pas si longtemps, ça m'a frappé à quel point en fait on allait à ce niveau de précision là pour comprendre les personnes qui allaient acheter. Moi ça m'était jamais venu à l'idée qu'il y avait des disciplines entières, qu'il y avait des gens qui analysaient chacune de nos types de consommation, nos traits de caractère, nos profils, pour pouvoir ensuite penser à une manière de communiquer avec nous, pour qu'on puisse réagir par rapport à ça, et qu'ils allaient collecter tout un tas de données ensuite, basées sur nos habitudes, pour pouvoir continuer à faire du business. Vraiment, c'était un truc, jamais de ma vie, je me serais dit que c'était quelque chose qui existait. Donc, je trouve que c'est hyper intéressant de vulgariser cette notion de données, de data dans ce domaine-là, parce que je sais que vous travaillez aussi au niveau marketing, parce que c'est pas du tout quelque chose d'évident pour les gens. En fait, les gens pensent pas forcément que quand tu vas au supermarché, la manière dont les rayons sont agencés, c'est pensé en fait, que on va essayer de vous faire un certain trajet, etc., etc. Donc, c'est quoi ton avis, vu que toi qui es dedans, c'est quoi ton avis par rapport à ce sujet-là? Mais, mon avis par rapport à ce sujet-là, c'est, je pense, qu'il ne faut pas voir ça comme quelque chose de diabolique. C'est un petit peu flippant quand même. Et deux, non, je pense vraiment pas que ça. En fait, c'est comme dans tout. Si les choses sont faites pour les bonnes raisons, alors c'est censé améliorer l'expérience, de nouveau, si on en revient à ça, qui est proposé au client. En fait, la finalité du truc, c'est est-ce que c'est pertinent de voir à la télé une pub pour les Pampers si on n'est pas parent, tu vois? Ça n'a pas de sens. Et c'est juste, c'est une habitude. Enfin, c'était une habitude, ça l'est toujours. Mais c'est pas logique. Je pense que si je sais pas, tu veux pour ton podcast trouver une nouvelle caméra, et puis en fait on te propose le top du top, et tu découvres quelque chose d'une manière intelligente, qualitatif, parce qu'il y a toute cette notion derrière évidemment, hein. Il y a d'une part effectivement une intelligence sur qui est intéressé par quoi et comment je vais pouvoir communiquer avec cette personne, et puis derrière ça n'empêche que ça ne veut pas dire qu'il faut vendre de la merde à tout le monde et pousser des produits. Non, mais parce que c'est les dérives, de nouveau, c'est les dérives comme dans tout. Et puis, enfin, voilà, comme dans tout. Après, parce que c'est marrant ce que tu as dit sur les rayons, par exemple, c'est aussi, c'est pas lié au digital, en fait. C'est pas lié aux réseaux sociaux, c'est pas nouveau. En fait, c'est des choses qui existent depuis des dizaines d'années. En fait, effectivement, l'optimisation des rayons, c'est basé sur une logique qui est la même. On a
d'une manière ou d'une autre, récolter de la donnée, de la data sur le fait que en fait, quand tel produit est mis à tel endroit, bah, ça fonctionne mieux, et qu'en fait, les produits pour les enfants, on va les mettre en bas parce que eux, c'est les produits qu'ils voient. Les produits qui ont une marge plus importante, on va les mettre là où c'est les plus... Voilà. Ouais, tout à fait. Mais la logique est la même. Et de nouveau, elle touche à de la donnée utilisateur. Alors, on ne sait pas qui est l'utilisateur, entre guillemets, ou l'acheteur qui va acheter la boîte de Kellogg's ou peu importe. Mais c'est lié au comportement d'un utilisateur. Et c'est vieux comme le monde. Et en vrai, même au niveau scientifique, la même démarche s'applique dans plein de cas. En fait, c'est simplement, je pense que depuis la nuit des temps, l'humain essaye d'optimiser sa vie, ses pratiques, avec différentes personnes se spécialisant dans différents domaines. Et puis c'est juste la résultante perpétuelle de ce truc-là, quoi. Mais c'est fou, tu vois, qu'on le voit pas forcément, en fait, que ce soit... Si tu te spécialises pas dans le domaine, tu n'es jamais réellement confronté au fait que ça a été pensé, construit comme ça. Tu vas juste trouver ça normal, en fait. Ouais. Et je trouve ça qui est assez impressionnant. Et puis d'autant plus que je pense la manière dont le grand public a été amené à découvrir que des choses comme ça existaient, de nouveau, ça a mis une image assez négative du truc. Je pense que notamment sur tout ce qui va être réseaux sociaux et manipulation, du coup, il y a eu toute l'histoire à l'époque avec la première campagne de Donald Trump, et puis voilà, ce genre de choses, où de nouveau c'est une dérive du truc, et c'est là où les gens commencent à se rendre compte, et puis où on commence à diaboliser un peu tout, alors qu'à plein d'égards, je pense que les gens ont d'ailleurs, je pense que si c'était pas le cas, le modèle n'aurait pas fonctionné. À plein d'égards, la pertinence de communication au sens large du terme, parce que ici on pourrait parler de publicité, mais c'est pas juste ça, c'est bien plus large. Mais la pertinence des réseaux sociaux est la raison pour laquelle, dans le contenu qui est proposé, sur base des intérêts des gens, etc., est la raison pour laquelle ça a fonctionné, en fait. Et ça fonctionne toujours aujourd'hui. Donc fondamentalement, je pense qu'en fait les gens s'y retrouvent et ils sont en adéquation avec l'idée de recevoir du contenu qui est intéressant pour eux. C'est juste que souvent, effectivement, publiquement, c'est les affaires plutôt à connotation négative qui sont mises en avant et qui sont du coup décriées et décriables. Enfin, c'est un peu ce qui plaît aussi public, hein. Malheureusement, ça c'est un autre débat, mais... C'est effectivement un autre débat. Mais... Ok. En tant que dirigeant, je ne sais pas si tu es dirigeant maintenant en termes opérationnels, mais en tout cas en tant que cofondateur de Human 37, comment est-ce que tu te gères par rapport au stress, en fait? Ça, c'est une sacrée question. Comment je me gère par rapport au stress? Je dis ça pourquoi? Parce que tu sais, on ne se rend pas compte, nous on est entrepreneurs, mais pour les gens qui ne sont pas forcément entrepreneurs, déjà je trouve qu'il y a une différence entre le quotidien d'un entrepreneur et le quotidien, par exemple, d'un salarié. Je ne vais pas dire qu'il y en a une qui est mieux ou moins bien, mais c'est différent. Et donc, comment est-ce qu'on peut faire comprendre aux personnes, par exemple, qui ne sont pas entrepreneurs, comment se passe en fait notre quotidien au niveau des mêmes problématiques qu'eux finalement, parce qu'on a l'impression que c'est différent, mais en fait on vit juste les mêmes choses à des degrés différents et voilà. Donc et ben c'est la même chose, voilà. Être entrepreneur et être employé. Non, c'est une bonne question. Je pense que je crois peut-être le plus important là-dedans, et c'est une réalisation que je me suis faite il n'y a pas très longtemps, c'est que au final c'est une transition qui est relativement naturelle. J'étais employé avant, et c'est une transition qui est relativement naturelle, pour peu qu'elle soit bien préparée. Je pense qu'on pourra revenir sur cet aspect-là. Mais fondamentalement, la vie n'est pas différente. Et en fait, j'ai pas plus de stress aujourd'hui que je suis entrepreneur que j'en avais quand j'étais employé. Mais
la dynamique est différente aussi. Je pense que les enjeux sont différents, les responsabilités sont différentes, mon contexte est très différent. Je suis bien plus stressé sur des aspects privés que je vais l'être sur les aspects professionnels. Je pense que ça aide à relativiser aussi beaucoup sur les aspects professionnels. Donc, voilà, je pense que on se fait souvent, c'est comme dans tout, je pense d'ailleurs, hein, quand on regarde des gens, ah purée, il est entrepreneur, incroyable, et puis en fait, on y est, et puis tout ça est très naturel. En fait, ça devient une nouvelle routine, un nouveau quotidien, et puis je me réveille pas le matin en me disant ah, ouais, je suis entrepreneur, et je me balade dans la rue, je dis à tout le monde ah, je suis entrepreneur. Ça n'a rien changé finalement à ma vie, si ce n'est que je me suis, pour revenir à ce que je disais au début, rapproché de qui était mon objectif que je m'étais fixé. Et que du coup, moi, à titre privé, aujourd'hui, je suis plus heureux que ce que je ne l'étais au niveau employé, parce que de nouveau, c'était mon ambition d'expérimenter ce truc-là. Donc, ouais, je pense que finalement, ça ne change pas énormément les choses, mais par contre, ça nécessite d'être bien préparé. Je pense que ça, c'est vraiment la clé du truc. Bien penser, voilà. C'est quoi être bien préparé, en fait ? Être bien préparé, c'est quoi ? C'est avoir, je pense, travaillé et suffisamment réfléchi à tous les aspects de ce que ça impliquait d'être entrepreneur et à se poser les questions. Enfin, avoir envisagé tous les scénarios, en fait, je pense. Ou un max, parce qu'on ne peut pas envisager tous les scénarios, mais vraiment avoir suffisamment réfléchi, pensé pour que le jour où quelque chose se passe, peu importe ce que c'est, on ne soit pas stressé parce que c'est quelque chose auquel on avait déjà pensé et donc on a une idée et puis de nouveau après on en revient à ce que je disais, il y a un obstacle, on prend une décision et puis on continue d'avancer et puis on reste fixé sur l'objectif qui est défini, qui est dans la tête, quoi. Donc je pense que c'est ça probablement ces différents éléments que j'ai mentionnés, le fait que fondamentalement ça ne change pas grand chose. 2, être bien préparé. 3, relativiser par rapport à... Il y a des choses plus graves dans la vie que ce que tu peux faire au niveau entrepreneuriat, et au niveau professionnel de manière générale. Je pense que la vie privée est plus importante que la vie professionnelle. C'est hyper intéressant là, ce que tu dis, mais je ne peux pas anticiper, j'ai envie d'y venir après. Mais je garde ça en tête. Okay. Je garde ça en tête, c'est hyper intéressant. C'était quoi ton point numéro 2 ? Je t'ai coupé, mais tu as dit numéro 1, c'était être bien préparé. Bien préparé, bien préparé, relativiser. Et oui, et le fait que c'est une question de perception, je pense. C'est passer de l'autre côté de la barrière. Mais en fait, ça ne change pas grand-chose. Je continue de prendre des décisions, et en plus ici, je pense que dans notre cas, je vais parler pour moi et mes cofondateurs, parce qu'on était ensemble dans notre précédente aventure professionnelle aussi, et on était directeur d'une agence qui faisait la publicité digitale, et puis on est devenu fondateur et directeur d'une agence. Donc en fait, ça, pour nous, c'est pas comme si du jour au lendemain, j'avais repris, je sais pas moi, une usine qui fait des ampoules et puis en fait, j'y connais rien. Mais du coup, ça revient à mon point sur la préparation. Ouais, c'est ça. Ouais. Ok. Du coup, en fait, ça veut dire que entrepreneur, le mot entrepreneur, pour toi, tu le définis comment ? Prise d'initiative, je pense que c'est ça le plus important. Je pense beaucoup de gens sont des entrepreneurs, beaucoup plus qu'ils s'en rendent compte. Parce que de nouveau, l'entrepreneuriat, ça s'arrête pas, selon moi, aux aspects professionnels. Le gars qui crée son équipe de foot pour que tous ses potes puissent jouer ensemble 3 fois semaine, c'est un entrepreneur. C'est juste qu'il a décidé de mettre son curseur et son intérêt ailleurs. Mais c'est un entrepreneur. Ouais, je suis 100% d'accord avec toi. Je repense à ça parce que j'ai eu un prof, justement, quand j'étais à la business school en question, j'ai eu un prof d'entrepreneuriat, parce que je me suis spécialisé en entrepreneuriat et en marketing. Et ce prof-là, c'est lui, moi, qui m'a fait comprendre ce qu'était réellement un entrepreneur. Et il nous disait, vous savez,
vos parents sont des entrepreneurs. Une maman, en fait, c'est une entrepreneuse. Et donc, il nous citait plein d'exemples comme ça de la vie de tous les jours où on se rendait compte que le simple fait de prendre l'initiative et d'en assumer la responsabilité, évidemment, ça faisait de nous des entrepreneurs. Et moi, ça m'a beaucoup influencé pour en fait relativiser sur, comme tu disais, le fait que peu importe ton statut, en fait, ça ne change pas grand-chose hormis la préparation et la perception de ce que tu fais finalement. Et l'objectif que tu te fixes. Bien sûr. Si tu veux le faire dans le sport, Bien ou sûr. dans le milieu professionnel ou familial, Ouais. Finalement, ou dans tout. Dans tout, en fait. C'est possible aussi. On entreprend tous les jours. Voilà. Notre vie est une entreprise. Bien sûr. Ouais. Enfin, je le souhaite à tout le monde en tout cas. Ouais. C'est comme ça qu'on crée des nouveaux projets, qu'on sort de sa zone de confort, qu'on apprend, qu'on rend la vie excitante, quoi. Et comment justement tu pourrais rassurer les personnes qui ne se sentent pas en fait entrepreneurs, qui pourtant le sont? Ce serait quoi que tu dirais toi à ces personnes-là pour qu'elles puissent visualiser cet aspect-là d'elles-mêmes? Je pense que peut-être la première chose, ce serait de faire un petit exercice sur soi-même en se demandant c'est quoi sur les 12-24 derniers mois de lister 4-5 initiatives qu'elles ont prises. Ouais. Et puis quand elles en auront listé 10, parce que c'est sûrement à ça qu'elles arriveront, de se rendre compte que, je crois que la première chose, c'est prendre conscience que c'est pas si compliqué. Après, la deuxième chose, c'est est-ce qu'on en a vraiment envie aussi, parce que, entrepreneur au sens ici professionnel du terme, lancer une société, ce genre de choses. Après, on en revient plutôt à ce que je disais au début, la projection qu'on a de soi-même dans le futur, et où est-ce qu'on ambitionne d'être. Et il y a des gens qui, professionnellement parlant, n'ambitionnent en fait pas grand-chose et qui préfèrent se laisser porter par le flow. Par contre, au niveau privé, ils ont l'ambition de, je sais pas moi, acheter un bateau, faire un tour du monde, ou j'en sais rien. Et du coup, tout se construit autour de ce projet-là. C'est-à-dire que il faut acheter un bateau, donc il faut avoir de l'argent, donc il faut travailler, donc il faut peut-être avoir un bon salaire, donc et puis c'est comme ça que, et puis je dois apprendre à naviguer, donc je dois passer mon permis, et puis il faut que je me prépare, donc et tout se construit autour de ça. Et donc peut-être que du coup être employé satisfait, et c'est très bien comme ça. Mais tu vois, je suis hyper d'accord avec ce que tu dis. J'ai vu une stat il n'y a pas si longtemps où on parlait justement du bonheur au travail. Souvent, en fait, on prenait donc des salariés. Et donc, j'ai plus la stat exacte, je ne vais pas dire de bêtises, mais la stat était quand même fortement négative parce que les gens, en fait, ne se sentent, la majorité des gens en tout cas, salariés, pas concernés. Voilà. Ouais. Ils ne sont pas du tout concernés par ce qu'ils font. Ouais. Ils n'aiment pas leur travail. Donc, c'est vraiment quelque chose soit d'alimentaire, soit c'est quelque chose qu'ils pensaient qui ne serait pas alimentaire, qui est devenu alimentaire. Et la réalité de la vie fait qu'ils ne veulent pas forcément se remettre en question, ou peut-être qu'ils ont de l'émotionnel par rapport à ça, ils ont peur ou autre. Et donc, c'est intéressant parce que souvent, on se pose la question de savoir est-ce qu'on est fait, par exemple, pour l'entrepreneuriat ou est-ce qu'on est heureux dans le salariat. Mais souvent, en fait, on n'a pas la réponse pour la première question, est-ce qu'on est fait pour l'entrepreneuriat parce qu'on n'a pas forcément essayé. Et on n'a pas forcément la bonne réponse pour la deuxième parce qu'on est rarement en fait heureux en tant que salarié. Donc, en fait, on fait comment pour se positionner? Parce que pour toi, ça semble assez naturel. Ouais. Mais en fait, je suis pas sûr que ce soit aussi naturel. Mais parce que je suis pas sûr que ce soit la bonne question. Ouais. De nouveau, je pense que la bonne question, c'est où est-ce que j'ai envie d'être en tant qu'individu dans les domaines qui m'intéressent à un horizon plus long terme. C'est pas, pour moi, l'entrepreneuriat, le salariat, tout ça, c'est des moyens pour une fin. C'est ça qui est important. Et quand je dis qu'il faut se projeter et savoir où on veut être, il faut pas, c'est pas précis. Enfin, c'est pas, il faut pas avoir faire un plan écrit non, étape c'est par pas étape. Spécialement ça, mais c'est être capable de dire, moi, quand j'aurai 40 ans,
je voudrais avoir une famille, avoir 2 enfants, avoir mon chez-moi. C'est ce type de projection. Pas de dire je veux une maison à Scarbeck, à côté de la place, je sais pas quoi. Enfin, c'est pas ça, on n'en est pas là. Et puis après, de déconstruire ce truc-là en se disant, bon, ben, comment j'y arrive en fait, par rapport à là où je suis aussi. Parce que, comme tu dis, la vie, c'est la vie. Puis il y a des fois où on n'a pas le choix que de faire ce qu'il faut. Et puis voilà, c'est ça qui est important. Moi, à titre personnel, me développer au niveau professionnel, lancer une société, c'est un objectif qui me remplit moi en tant qu'individu, au niveau personnel, enfin même au niveau privé. Là, donc à partir de là, ouais, c'est facile. Enfin, je sais pas si ça répond à la question. Comment tu sais parce qu'au moment où tu prends la décision, avant de prendre la décision, tu sais pas si ça va te remplir. Donc comment est-ce que tu utiliserais quoi comme mot? Tu dirais que c'est de l'intuition? Comment est-ce que tu pourrais savoir en fait que écoute, c'est les bonnes questions que je dois me poser et c'est le truc qu'il faut que je fasse? Mais la bonne question, je pense que ça c'est indéniable. Enfin, je veux dire, tout le monde aspire à une vie heureuse. Donc je pense pendant les 20 ou les 25 premières années de ta vie, tu peux te laisser, ou en tout cas dans nos sociétés, tu peux te laisser porter par le flot, puis tu seras heureux, tu vivras ta vie. Et puis il y a un moment où en fait il en reste 50 ou 60, et puis il faut commencer à se dire, bon, ben, et maintenant je vais construire quoi, parce que c'est fini qu'on me tienne par la main, et qu'est-ce que j'ambitionne moi pour ces 50-60 prochaines années. Alors je pense que ça c'est quelque chose de très compliqué à faire, par contre. Enfin, je dirais, c'est quelque chose que c'est pas abordé à proprement parler. Enfin, c'est une discussion qui est rare, je pense, d'avoir, que ce soit au niveau scolaire ou même au niveau privé. Donc effectivement, il y a des gens qui vont peut-être avoir la réflexion plus vite que d'autres et plus naturellement que d'autres. Donc ça, c'est sur le fait que la question de se projeter, je pense qu'elle est universelle. Tout le monde s'ambitionne quelque part. Sur le pourquoi, je pense que c'est probablement lié à de la il y a un mix de différentes choses. Il y a qu'est-ce que je veux pas faire. C'est plus facile de répondre à qu'est-ce que je veux pas faire que qu'est-ce que je veux faire. Ça, c'est la base. À partir du moment où on a déjà une idée bien claire de qu'est-ce que j'ai pas envie de faire, on est déjà un petit peu plus proche de ce qu'on a envie de faire. Par élimination, voilà. Ça, c'est, je pense, déjà une bonne première étape. Après, c'est clairement l'idée de se dire, je pense d'être inspiré par des personnes et de se dire, ah ouais, génial, ce serait cool. J'aime bien cette idée, je me représente bien dans cette personne, par exemple, ou dans ce type de projet, etc. Donc ça donne la direction, ça donne un cap. Après, je deviens entrepreneur et ça me plaît pas, je change de direction. Je pense pas que c'est quelque chose qui vient du jour au lendemain. C'est pas dans les deux sens d'ailleurs. C'est pas du jour au lendemain, tu te réveilles et tu dis ok, moi c'est bon, c'est entrepreneur, c'est ma vocation. Et puis quand tu le deviens, c'est pas quelque chose que tu deviens. Enfin, tu pourrais te dire le jour où je vais chez le notaire et je crée ma société, je suis entrepreneur, mais pas vraiment. Il y a déjà une grosse partie de la démarche qui se fait en amont. Et de nouveau, on en revient à cette notion de préparation. Et du coup, c'est quelque chose de très progressif jusqu'au moment où on signe le papier et là, effectivement, on le devient aux yeux du monde. Et puis même si à ce moment-là, en fait, on se rend compte que ça ne nous plaît pas, c'est un cheminement qui s'étale sur un temps long. Et du coup, alors peut-être que c'est là où moi je me trompe, mais je ne peux pas envisager une réflexion dans laquelle on se rend compte qu'il y a quelque chose qui ne nous plaît pas et il n'y a pas quelque chose d'autre qui nous plaît plus. Et donc on reste dans ce truc qui ne nous plaît pas, c'est ça ? Non, ça je peux le comprendre pour les raisons de la vie, mais ce que je ne peux pas comprendre, c'est que ça ne nous plaît pas. Enfin, ce que je ne peux pas comprendre. Je le vois autour de moi, donc ça existe, hein, mais du coup, je ne sais pas ce que je veux faire. Il doit y avoir quelque chose. Il doit toujours y avoir quelque chose. Sinon, on retombe dans ce que je disais au début, en fait, dans l'immobilisme. Et ça, c'est le pire. S'il n'y en a pas de but dans la vie... Ouais, c'est hyper intéressant parce que ça m'amène au sujet que je voulais aborder. Je disais que j'allais revenir dessus tout à l'heure, qui est la prise de décision.
ça semble assez naturel pour toi de prendre des décisions. Et j'ai envie de savoir déjà, est-ce que c'est vraiment, ça a toujours été le cas? Est-ce que c'est vraiment le cas ou c'est juste une perception que moi j'ai ou peut-être que d'autres ont en t'entendant? Et surtout, comment est-ce que tu perçois, toi, la prise de décision? Moi, je te donnerai ma perspective après. Mais j'ai envie de voir un peu comment toi, c'est quoi la prise de décision pour toi, en fait? Ok. Je parle par rapport à la prise de décision, comme j'ai dit, le plus important, c'est d'éviter l'immobilisme. Donc, prendre une décision, qu'elle soit bonne ou mauvaise, c'est plus important que de ne pas prendre une décision. Ça, déjà, je pense que c'est un concept très important dans ma manière de réfléchir. Et de nouveau, de par certaines discussions que effectivement j'ai avec des amis proches ou loin, peu importe, je me rends compte qu'il y a des gens qui n'ont pas ce réflexe-là. Donc, ce qui fait déjà probablement que les choses sont différentes. Sur le fait que c'est naturel, j'ai envie de dire oui. Bon, après, c'est difficile de revenir. Je sais pas, quand j'avais 2 ans, est-ce que... Ouais, c'est ça. Est-ce que je voulais... C'était maintenant, je voulais mon bibi, j'en sais rien. Ouais. Mais si j'étais comme ma fille, alors c'est très naturel de prendre des décisions. qui a 2 ans. Voilà. Donc, sur l'aspect naturel, en tout cas, oui, moi, ça m'a toujours paru très naturel. Et puis, alors, sur le comment, enfin, comment ça se passe, c'est difficile à dire, mais je pense que très vite, c'est prise d'information. Et il y a différents scénarios qui se structurent dans ma tête. Et probablement... en toute humilité, parce que c'est pas... mais probablement que, effectivement, j'arrive à structurer très vite des idées dans ma tête, créer les différents scénarios, et à partir de là, prendre une décision, en acceptant le fait que je prends une décision à un temps T avec les informations dont je dispose, dans le temps que je dispose, parce que parfois il faut aller vite, et que du coup... c'est peut-être pas la bonne, mais de nouveau, c'est pas grave parce que c'est plus important d'en avoir pris une que de ne pas en avoir pris une, quoi. Ok, c'est hyper intéressant. Moi, tu vois, la prise de décision, je dis toujours ça soit aux personnes que j'accompagne ou dans des discussions avec mon cercle proche, avec qui j'aime bien avoir des discussions bien deep, tu vois. La prise de décision, pour moi, c'est pas quelque chose de rationnel. Ça, c'est toujours... je lance le débat. Est-ce que la prise de décision pour vous est quelque chose de rationnel ou pas? Pour moi, c'est pas quelque chose de rationnel seulement, c'est quelque chose d'à la fois émotionnel et rationnel. Et je trouve que c'est très très difficile pour les gens de se rendre compte à quel point, à la base, quand on prend une décision, on part de quelque chose qui est émotionnel et que la manière dont on va percevoir ce qu'on ressent en termes d'émotionnel, alors on peut appeler ça comme on veut, de l'intuition ou même la peur, peu importe ce qu'il y a en fait en termes d'émotionnel, ça va en fait nous amener à réfléchir de manière rationnelle pour savoir qu'est-ce qu'on fait par rapport à cet émotionnel-là. Et que donc, quand j'entends il faut que je prenne une décision rationnelle, ça m'érisse toujours un peu les poils parce que une décision à 100% rationnelle, elle n'existe pas. Elle est basée sur quelque chose qui est émotionnel. Sinon, tu n'as pas la motivation, tu n'as pas ce qui va te pousser à prendre cette décision. C'est pas suffisamment fort pour te pousser à faire ce qu'il faut au niveau rationnel. Moi, c'est comme ça que je le perçois. Et donc, je trouve que c'est hyper difficile pour les gens pour qui c'est pas naturel de prendre une décision, parce que quand tu disais ne pas prendre une décision, soit prendre une décision, soit ne pas prendre de décision, pour beaucoup, en fait, en ne prenant pas la décision, ils prennent une décision. Et pour moi, en fait, ils prennent une décision liées à leur émotionnel, vu que peut-être qu'ils ont peur, peut-être ils estiment ne pas se sentir prêts, peut-être qu'ils sont un peu anxieux, etc. etc. Et je trouve que quand tu es de ce côté-là, ça peut être très, très perturbant de se dire, OK, je dois prendre la décision. En fait, tu n'as pas de chemin. J'essaie de donner un peu d'éléments aux personnes qui auraient du mal sur cette thématique-là. Comment est-ce qu'on fait pour
voir qu'on a un besoin de prendre une décision, qu'on doit prendre une décision, accepter le fait qu'on doit en prendre une, et passer en fait le step de ok, je le sais, je dois agir. Comment est-ce que ça se fait ce truc-là? Parce que si pour nous, moi c'est naturel aussi, c'est hyper naturel, je pense, j'imagine un tas de scénarios, je structure, je me dis ok, est-ce que c'est possible, pas possible, est-ce que ça me plaît surtout, et je me dis bon bah ok, je prends la décision et au pire je me plante et c'est pas grave. Mais c'est pas quelque chose de facile. Comment est-ce qu'on arrive à ce passage entre j'ai pris conscience et je dois prendre une décision active et non pas prendre une décision passive finalement en ne prenant pas de décision, tu vois. J'ai pas la réponse, en tout cas pas universelle, qui s'appliquera à tout le monde. Mais je sais pas si j'ai parlé de rationalité, mais par contre, je suis très d'accord sur le fait que c'est beaucoup plus émotionnel que. Enfin, ça part des émotions et ça finit pour les émotions. Ça commence et ça finit par là. Et de toute façon, on n'a pas encore utilisé le terme jusqu'à présent, mais la finalité, c'est le bonheur. Ça, c'est de nouveau, je pense pas me tromper en disant que tout le monde veut être heureux. Voilà. Et du coup, si on prend ça comme direction, alors je dirais que, moi, à titre personnel, pour en revenir là-dessus, parce que de nouveau, j'ai pas la réponse pour tout le monde, mais ne pas prendre de décision me rend plus mal que de prendre une mauvaise décision. Douter, ne pas prendre une direction, pour moi, c'est le pire. Donc à partir de là, je prends des décisions. Tu réassocies ça en fait à une première discussion sur la douleur en fait. Finalement, sans t'en rendre compte. Ouais, c'est ça. Ouais. Ça te procure moins de douleur en fait de prendre la décision 100%, et que ce soit 100%. La bonne ou pas la bonne que de ne pas en prendre. Et ce qui fait que si elles sont, s'il faut prendre 10 décisions et qu'elles sont 10 fois mauvaises, ou elles s'avèrent en tout cas pas être la plus optimale, parce que de nouveau, qu'est-ce que c'est une mauvaise décision, mais du coup, ça prendra plus longtemps. Mais j'aurais pris des décisions. Donc je serais plus heureux que de ne pas prendre de décision. Enfin, plus heureux au sens plus... pas la boule au ventre, je sais pas comment traduire ça. Plus aligné peut-être. Moi j'aime bien utiliser avec, le mot c'est avec ça. toi-même en fait, l'alignement. Je pense que c'est ça. Et après, ce que je peux comprendre par rapport à ce que tu dis, c'est... Je me dis, ok, effectivement, prendre une décision, c'est comme... prendre ta première décision après. De nouveau, je pense que beaucoup de gens ne se rendent pas compte que dans leur vie, ils ont pris un bon gros paquet de décisions. Snoozer ton réveil le matin, c'est une décision. Donc voilà. Donc peut-être il y a un besoin de prise de conscience que en fait, les décisions, on en prend tout le temps et qu'il y en a peut-être effectivement des qui sont plus importantes que d'autres. Mais ouais, moi je crois que c'est ce côté immobiliste et puis avancer quoi. Je pense que tu as dit le truc important là à la fin, c'est le poids en fait qu'on associe finalement à nos prises de décision. Je crois qu'on perçoit quand même beaucoup plus les décisions qui potentiellement ont un impact, encore faut dire potentiel, que les décisions en fait qu'on prend tous les jours, tout le temps. Quand je décide, je dois aller à droite ou à gauche, je vais à gauche, c'est une prise de décision. Quand je décide de prendre le métro et pas le tram ce matin, c'est une prise de décision, etc., etc. Donc ouais, je pense que le poids qu'on associe à nos prises de décision finalement va beaucoup déterminer le choix qu'on fait finalement. Ouais, puis le fait de le faire, je crois, c'est comme dans tout, y a toujours cette idée de tant qu'on l'a pas fait, on sait pas, on a l'impression que c'est dur, mais du coup, en fait, une fois qu'on l'a fait et qu'on prend conscience de qu'on l'a fait, alors je crois que de nouveau, on rentre dans un espèce de cercle vertueux où en fait, on se rend compte qu'on peut le refaire et puis que c'est pas compliqué et après, on construit quoi. Mais donc, ce qui en revient à éviter l'immobilisme. Parce que ça, c'est le pire, c'est de ne pas le faire. Ouais, je suis d'accord. Mais j'ai pas non plus de réponse claire. Je me pose beaucoup cette question du pourquoi. Pourquoi est-ce que c'est si difficile de passer ce cap mental de je prends la décision en fait, tu vois. Même si on associe les choses qu'on connaît, les peurs, on se fait paralyser,
qu'on ait un blocage lié à une mauvaise expérience, par exemple, qui fait qu'on se dit que non, on n'a pas envie que ça recommence. Ça, je le perçois. Rationnellement, je me dis que, OK, il y a des raisons. Mais émotionnellement, comme tu disais, j'arrive pas à m'en rendre compte. J'arrive pas à comprendre pourquoi c'est si paralysant, sachant que le but final, c'est d'être heureux. Et que donc, si on veut tendre vers ça, il faut bien prendre des décisions qui vont nous rapprocher, si possible, de cet objectif-là. Et je suis d'accord aussi, tout le monde, je pense, a pour but d'être heureux. Donc, est-ce que c'est une question de... Je me pose pas la question, j'ai pas envie de me poser la question de savoir si cette décision-là va me rapprocher de mon bonheur ou pas, parce que je me dis que si je le fais et que en fait je suis pas prêt à prendre cette décision, je suis un peu en confrontation avec moi-même, je suis en conflit avec moi-même, où je veux aller à un endroit A, mais en vrai j'ai pas envie de faire les efforts, et donc ça me renvoie une image de en fait t'es flemmard, t'as pas envie de te bouger pour le faire, etc. etc. Donc est-ce que c'est vraiment ça, le côté je fuis un peu ce processus-là, ou est-ce qu'il y a autre chose en fait, tu vois? De nouveau, je ne vais pas prétendre avoir la réponse, mais je pense qu'il y a une grosse partie de l'histoire qui est dans la peur de prendre la mauvaise décision. En tout cas, si c'est de mon expérience avec des discussions que j'ai avec effectivement des gens qui vont être un peu moins déterminés, on va dire, ou en tout cas moins capables de se projeter, parce que je crois qu'on en revient toujours à ça. Je crois que c'est fort lié au fait de prendre la mauvaise décision. Comme si ça existait, en fait. C'est ça, parce qu'en fait, c'est quoi une mauvaise décision? C'est quoi une bonne décision, en vrai? Une décision qui nous rapproche un peu plus vite de notre objectif et une décision qui nous rapproche plus lentement de notre objectif. Mais fondamentalement, elle nous rapproche toutes les deux de l'objectif. Ouais, parce que moi, je me dis de toute façon, imaginons dans tous les cas que tu prennes une décision qui t'écarte de ton objectif, c'est pas quelque chose qui est définitif en fait. Tu peux très bien, rien n'est linéaire, tu peux très bien t'écarter et puis en fait prendre une série de décisions qui te rapprochent. Peut-être que fallait que tu t'écartes pour réaliser certaines choses et finalement ensuite prendre l'autre chemin qui va quand même te rapprocher. C'est juste des détours. Ouais, c'est juste des détours. Après, d'éducation, d'expérience, on a des vies qui sont très linéaires pendant les 20-25 premières années de notre vie. Donc c'est aussi un état dans lequel on s'habitue à être. Et de nouveau, après, c'est qu'est-ce qui fait que on se rend compte plus vite que c'est pas linéaire. C'est une prise de conscience, se rendre compte qu'au final, oui, on peut faire des erreurs, oui, on peut prendre des chemins un peu plus longs. Mais je crois qu'elle est là, la problématique, c'est comment est-ce qu'on prend conscience de ça. Et qu'est-ce qui permet à tout un chacun d'en prendre conscience. Tu as un exemple de prise de décision que tu as prise, tu as vraiment... deux exemples. Un exemple de prise de décision qui t'a vraiment challengé au niveau, toi, de ton stress, où pour le coup, tu étais dans la situation où tu étais vraiment stressé ou anxieux sur potentiellement le résultat, l'outcome. Et un autre exemple où finalement, c'est pas toi qui as pris la décision, mais peut-être que ça t'a généré l'émotionnel dans le fait de ne pas avoir le contrôle sur cette prise de décision. Je dis ça parce que, comme je te disais, ça a l'air assez naturel pour toi de prendre des décisions, mais comment est-ce que tu te sens quand toi tu les prends et comment tu te sens quand c'est pas toi qui les prends finalement? Comment toi tu réagis quand t'es pas au contrôle, en maîtrise de cette prise de décision-là? C'est deux questions différentes. Mais comment je pourrais ne pas prendre de décision? Imaginons, avant que tu sois là, que tu fasses partie des cofondateurs, tu as dit que tu étais directeur. Je suppose que quand tu es directeur, tu prends des décisions, mais tu n'as pas forcément le dernier mot sur la décision. Ou il y a des moments où tu ne prends pas la décision. Ou en fait, tu prends constamment toutes tes décisions. Ouais, fatalement, il y a des choses sur lesquelles je prends. Il y a des choses qui m'impactent, moi, à titre privé, où c'est pas moi qui prends la décision. Mais j'ai toujours pris la décision
des personnes qui allaient prendre les décisions pour moi. Ok, tu vois, je vois ce que tu veux indirectement, dire. Directement. à très long terme, parfois à très très long terme. Tu vois, même dans ce cadre-là, si on regarde à l'époque, et c'est indirect, c'est-à-dire on est 3 directeurs, donc fatalement je ne prends pas toutes les décisions. C'est pas moi qui ai choisi que les 2 autres directeurs, enfin qu'on allait directeur à 3, c'est pas moi qui ai pris cette décision qu'on soit ensemble, mais c'est moi qui ai pris la décision d'accepter de faire ça avec eux. Ouais. Et de donner ma confiance et d'accepter que peu importe ce qui arrive, ouais, je les suis, quoi. Ok. Pareil avec ma femme, par exemple. J'ai pris la décision et puis elle prend plein de décisions qui me touchent très directement. Mais je lui ai donné 100% de ma confiance. Ouais, ça, donc toi, pour toi, à partir du moment où tu donnes ta confiance, ce que tu ressens émotionnellement va pas changer si c'est toi qui prends la décision ou si c'est pas toi qui prends la décision, en fait. Non. Ok. On est ensemble, quoi. Par contre, c'est compliqué d'avoir ma confiance. Ah, ok. Ouais. Ouais, ça, c'est plus compliqué. Mais sinon, je veux dire, mon père, ma mère, mon frère, mes amis les plus proches, mes associés, ma femme, ma fille, un peu plus tard. Ouais, ils ont 100% de ma confiance. Et que, de nouveau, ça, on revient à ce que je disais, hein, que la décision soit bonne ou mauvaise, c'est pas grave. Il y a une décision qui est prise, on avance, on supporte. Et puis, s'il faut opérer un changement de direction, on le fera, quoi. Donc, ça ne donne pas vraiment un exemple de décision qui a été prise qui m'a généré beaucoup de stress. Ouais. De décision. Vraiment, moi, je suis bien plus stressé au niveau privé que je le suis au niveau professionnel. En fait, peut-être la décision là en fait, c'est pas des décisions qui me stressent, c'est des situations. Par exemple, quand j'ai remis ma démission à l'époque dans ma précédente agence pour des raisons contextuelles, ouais, ça c'était stressant de demander si on allait nous mettre des bâtons dans les roues ou pas. Ok, donc c'était plus l'idée que... Ouais, c'est la conséquence de la décision. Ouais. Mais la décision, à proprement parler, en fait, ouais, je m'y attarde pas trop non plus, en fait. On la prend, la décision, puis c'est les conséquences qui peuvent être stressantes. Ouais, faire un enfant, c'est stressant. Probablement beaucoup de stress qui sont liés à la décision d'avoir voulu faire un enfant. Mais c'est pas la décision qui m'a stressé. C'est les situations qu'elle engendre aujourd'hui, quoi. Ok. Ouais. Ouais, c'est super intéressant. Est-ce que pour toi, on dit c'est stressant, mais est-ce que tu différencies le stress et l'anxiété dans ces cas-là? Je dirais théoriquement parlant, ouais. Est-ce que dans le sens où pour moi il y a une notion de corps et d'esprit là-dedans, donc le stress ce serait principalement l'esprit, mais le corps reste cool. L'anxiété c'est une crispation générale, c'est physique aussi, c'est pas que spirituel entre guillemets, quoi. Ouais. C'est comme ça que je le distinguerais. Mais de nouveau, c'est une vision, c'est un schéma mental qui me permet d'expliquer la différence entre les deux. Ok. Parce que tu vois, l'anxiété, souvent, c'est associé au... Tu as parlé des conséquences, en fait. Et les conséquences, c'est dans le futur. Donc, en soi, on ne peut pas vraiment prédire les conséquences. C'est-à-dire que c'est notre imagination qui va créer des scénarios potentiels. Et donc, on ressent de l'émotionnel par rapport à ces scénarios potentiels qui pourraient arriver. Okay. Et donc, ça procure, en fait, donc, de base, ça peut nous amener un stress initial. Mais le fait d'en avoir plusieurs où ça perdure dans le temps,
nous amène en fait à de l'anxiété. Okay. Ça ne veut pas dire que c'est forcément de l'anxiété généralisée, hein, c'est pas la pathologie absolument, mais c'est des petits moments d'anxiété en fait, où on anticipe, et parce qu'on anticipe, on se dit bon bah alors comment ça va se passer, etc., alors qu'en vrai on ne sait pas, et voilà, peut-être que ça va se passer B, on pensait A, peu importe. Et donc alors je suis beaucoup plus anxieux que stressé. Ouais. C'est ça que je veux dire, parce que tu vois, c'était une question, hein, mais je me disais, il y a des gens qui sont vraiment les deux, tu sais, qui, en pensant à la décision, ont déjà beaucoup de stress, et limite, ça les paralyse de prendre cette décision, ils ne prennent pas la décision, etc., etc. Et toi, tu dis que en fait, la décision, tu lui perçois, c'est assez facile, en fait, c'est la décision, voilà, on la prend, j'ai fait mon choix, c'est pris. Donc, il n'y a pas tant d'éléments bloquants sur la prise de décision, mais par contre, ensuite, comme tu disais, l'outcome, là, il y a un petit peu plus d'émotionnel. Et donc, c'est marrant, en fait, d'avoir les deux perspectives, parce que tu as des gens qui ne sont pas du tout comme ça, en fait, qui ont soit les deux. L'outcome, ça les paralyse, et la prise de décision aussi. Ou, oui, souvent, c'est ça, en fait. Non, moi, c'est plutôt que l'anxiété, alors. Vraiment, le stress. Si c'est comme ça qu'on le définit, en tout cas. Moi, dans ma définition, en tout cas, c'est comme ça que je le vois. Mais alors, beaucoup plus d'anxiété que de stress. Ouais. Mais même l'anxiété, c'est quelque chose que... Enfin, le plus important, c'est être heureux, quoi. Donc l'anxiété, on la met de côté, en fait. On n'a pas le contrôle. Ah non, on n'a pas de contrôle, c'est sûr. Non, mais ce que je veux dire, c'est que, comme tu dis, on se projette dans des scénarios qui peuvent nous rendre anxieux, du coup. Mais cette idée-là, elle est chassée très vite. Dans ton esprit, tu veux dire? Ouais. Parce que, en fait, fondamentalement, on peut rien y faire et puis on verra. Et c'est quoi très vite pour toi? Genre, c'est quelques minutes, Ça peut être quelques secondes ou quelques minutes, ce sera jamais plus que ça, quoi. Après, ça peut revenir, hein, mais jamais je vais penser pendant des heures à un truc. Jamais. C'est fou, ça. Non, ça rentre, on en prend conscience, et puis ça part. Enfin, ouais. Peu importe. Et parfois, tu vois, tu dors, tu veux t'endormir, puis tu penses à des trucs, et puis tu te dis, ok, maintenant on va penser à autre chose, quoi. Et toi, tu arrives à faire ça? Tu dis, maintenant on va penser à autre chose, et tu penses à autre chose? Ouais, on pense à autre chose. Incroyable. Et puis on se projette, quoi. Je sais pas, on skie dans un hors-piste incroyable, on est sur la mer. Mais tu sais que ça, c'est pas du tout normal, en fait. C'est on va pas dire un petit don mental, mais j'ai envie de te dire que tu as un petit truc en plus au niveau mental qui te permet vraiment de passer d'une situation projetée à une autre situation projetée. Et c'est justement ce que beaucoup de gens cherchent, en fait, qui n'arrivent pas à faire ça, qui voudraient bien, en fait, qui ont la volonté de se dire non, mais c'est bon, j'ai envie de penser à autre chose. Mais leur corps, leur esprit ne les laisse pas faire. Donc, est-ce que c'est encore une fois quelque chose d'assez naturel et ça s'explique pas, ou est-ce qu'il y a quand même une histoire de préparation mentale ou un exercice mental qui fait que tu en arrives aujourd'hui à le faire aussi facilement? Est-ce qu'il y a 10 ans, tu le faisais déjà? Ouais, c'est un truc que dans ma tête, en tout cas, c'est quelque chose que je fais depuis vraiment longtemps. Mais je pense que la meilleure, c'est vraiment avant de t'endormir, quoi. Quand ça peut être des trucs bêtes. La veille d'un examen, tu vas penser à ton examen, et puis à un moment, tu te dis, bah non, c'est fini, on arrête. Je sais pas, on pense à des expériences. Il y a plein de gens qui font des nuits blanches, justement. Genre, ils n'arrivent pas, en fait, à... Ils se disent ça, ouais, je passe sur autre chose, et en fait, non, ça reste dans leur cerveau, ils forcent, ça passe pas, quoi. C'est marrant, moi j'ai plutôt le sentiment que si je fais une nuit blanche, ou une insomnie plutôt qu'une nuit blanche d'ailleurs, c'est lié à mon esprit qui vagabonde, mais c'est pas lié, mais pas lié à un sujet qui me bloque. J'ai l'impression que pour s'endormir, il faut à un moment réussir à se focaliser sur un truc. Enfin, ouais. Je sais pas si on va parler du sommeil, mais... Ah, mais totalement. Là, on allait transiter vers ça, justement. Ok. De temps en temps, il y a des moments où pour m'endormir, j'essaye d'envoyer mes yeux derrière mes yeux, comme si je ferme les yeux, puis
les pupilles, tout ça, je les envoie en l'air. Enfin, tu vois ce qu'on peut faire, hein, comme Ouais. si je faisais comme ça. Et souvent, ça m'aide à m'endormir. Genre, est-ce que ça te Genre, focalise? en fait, je pense que physiquement, en faisant ça, il y a un truc qui se passe où ça devient très noir, très obscur. Et puis ça part. Hein. Le pouvoir magique de Julien. Non, mais en plus, je dis ça, Incroyable. je fais pas ça tous les jours. Et puis, mais c'est un vrai truc que je fais encore régulièrement, que j'ai fait. Et après, Et donc, ça chasse en fait la focalisation que tu avais sur une chose, ça la chasse. Et ben, genre, ouais, en fait, plusieurs fois, je me suis rendu. Enfin, du coup, je me réveille le matin et je suis là. Putain, c'est un truc de ouf. En fait, j'ai aucun souvenir. Du coup, je suppose que je me suis endormi d'après le moment où j'ai décidé dans ma tête de faire ce truc-là, quoi, tu vois. Waouh. Ouais. Et bon, c'est pas toujours comme ça. Et j'ai envie de dire que ça l'était beaucoup plus avant que ça l'est maintenant. Si on veut parler du sommeil, j'ai beaucoup plus de. Enfin, c'est marrant parce que je me suis fait la réflexion il n'y a pas très très longtemps. Je dors beaucoup mieux aujourd'hui qu'il y a 1 an, par exemple, ou il y a 2 ans. Surtout il y a 2 ans. J'ai lancé ma boîte et j'ai eu ma fille à 1 mois d'écart. Là, je dormais pas bien. Début d'année 2020, 2021. Là, je dormais pas bien. Parce que anxiété et tout ça, quoi. Mais je dors mieux aujourd'hui, mais je dormais encore mieux quand j'étais jeune, quoi. Comme tout le monde. Bah, je sais pas, moi j'ai des amis qui me disent, mais moi j'arrivais pas à dormir quand j'étais petit et maintenant je me mets dans mon lit. Ah ouais? Bah, c'est marrant, mais en plus j'ai un pote qui m'a expliqué qu'il faisait la même chose. Enfin, pas avec ses yeux, mais plutôt l'histoire de ouais, je me projette. J'ai des schémas mentaux comme ça où je me projette, je sais pas moi, on est très fan de ski, du coup je me projette dans un hors-piste que je connais bien. Et en fait, je fais tout le hors-piste parce que je le connais si bien que je descends du télésiège et je fais tout le schéma. Et en fait, avant d'arriver en bas, je dors, quoi. Incroyable. Ouais. En fait, c'est de la visualisation, mais c'est travaillé ou c'est pas? Enfin, je veux dire, pour lui, j'en sais rien. Pour moi, travailler, alors c'est pas conscient. ouais. Oui, enfin, c'est conscient dans le sens où un jour, mais je sais pas, est-ce que je faisais ça quand j'avais 2 ans, j'en sais rien, tu vois. Mais il y a un moment où, que ce soit cette histoire des yeux, ou on va me prendre pour un dingue, ou effectivement de me projeter dans les trucs que je connais. Ouais, tu te rends compte que ça marche, donc tu le fais. Et je suppose qu'à force de le faire, c'est comme tout, ouais, ça s'apparente à du travail. Ouais, c'est ça. Mais c'est jamais une réflexion active. Genre, je me suis jamais même renseigné là-dessus, tu vois. Ouais, c'est ça, je voulais savoir. Non. Tu fais pas de méditation ou t'as pas d'habitude liée à de la relaxation sur du moment présent? Non, ça m'intéresse. C'est un peu mentir. Enfin, ça m'intéresse. Ça m'intrigue. Si ça m'intéresserait, je le ferais. Je l'ai fait 2-3 fois avec j'ai 2-3 potes qui sont un peu plus là-dedans. Et j'aime bien, tu vois, on est en vacances. Vas-y, fais-nous méditer. Enfin, plus ou moins, parce qu'évidemment, c'est plus compliqué que ça, mais tu as des différentes phases de choses, ou plutôt quelqu'un qui... Enfin, tu suis la voix, tu te fais porter par une voix. On n'est pas dans la méditation, mais on est dans un entre-deux, on va dire. Et j'aime bien, je trouve ça intéressant. Mais par contre, là-dedans, eh ben, j'ai du mal à savoir, et je pense que j'aurais beaucoup de mal à savoir, est-ce que je médite? Tu vois? À quel moment tu médites? Qui te dit que tu médites? C'est dur, ça. Hein? Moi, je pense je pense qu'on médite déjà beaucoup plus qu'on ne le pense. Probablement, ouais. Je pense que déjà, même si on est un peu rêveur, par exemple, il y a plein de gens qui sont un peu rêveurs. Juste, ils aiment bien un peu se laisser aller dans leurs pensées. Et vraiment lâcher prise sur le moment présent, juste se dire, ok, voilà, il y a des trucs qui passent par ma tête et ça vient et ça part. Et j'accepte un peu tout ce qui vient. Ça, pour moi, c'est déjà une forme de méditation. Parce que tu as vraiment à lâcher prise sur le moment présent. Et je crois que finalement, les différentes pratiques méditatives, je ne sais pas si ça se dit d'ailleurs, vont avoir le même fil conducteur, à savoir tu lâches prise sur tout ce qui t'entoure,
tu te laisses accompagner par quelque chose, ça peut être une voix, ça peut être, voilà, peu importe, une musique, et tu acceptes en fait ce qui se passe à ce moment-là. Non, mais ça veut dire quoi lâcher prise? Comment tu sais que tu as lâché prise? Lâcher prise, ça veut dire que tu n'essaies pas de contrôler les choses. Donc, si, souvent par exemple, on va te dire, pense pas, si maintenant je te dis pense pas à un mouton, Direct. tu vas penser à un mouton. Si tu ne penses pas à un mouton blanc, tu vas penser à un mouton blanc, tu vas le visualiser. Lâcher prise, c'est se dire, si je te dis de te concentrer sur ma voix et que je te parle pendant 3-4 minutes et que à ce moment-là, tu as, je sais pas, un dossier que tu dois rendre demain qui te vient en tête, ou tu penses à ta fille, ou tu penses à un ami, bah c'est OK en fait. C'est-à-dire que tu n'essaies pas de te dire il faut pas que, faut pas que je pense, etc. Faut pas que. Juste, ça vient. Peut-être que ça te fait dévier un peu. Et naturellement, ton corps, en fait, ton esprit va se reconcentrer à un moment donné sur la voix, et c'est pas grave. Ça m'arrive tout le temps. Ça, c'est de la méditation finalement. Tu vois, c'est lâcher prise, c'est se dire, je vais pas essayer de contrôler ce truc-là. Aux grandes dames de ma mère, de ma femme, peut-être de mes potes, j'en sais rien, mais ça m'arrive tout le temps. Qu'est-ce qui t'arrive tout le temps? On me parle, ouais. J'entends. Mais tu pars quoi? Mais je pars et je réponds pas. Et puis à un moment, on me dit Julien, et là, je réponds à la question. Et donc t'as vraiment entendu la question? Ouais, j'entends très bien ce qui est dit. C'est juste que... Et mon père fait la même chose. Je pense même pas que c'est pas une décision consciente de pas répondre, mais c'est juste que je suis happé dans un autre truc. Mais par contre, la question, je l'ai très bien entendue. Ouais. Ça c'est très apparemment. Moi, ça me fait plus rire qu'autre chose. Mais apparemment, c'est très frustrant. Ça peut déranger les gens. Ça, j'imagine. Ouais, c'est marrant. Je sais pas si on appellerait ça de la méditation. Je sais pas. Tu ferais de la méditation constamment en public. Ouais, c'est ça. Hyper courte. Ouais. Tu vois, comme on fait des comment ils appellent ça, des micro-siestes. Je fais de la micro-méditation. Ouais, c'est ça. Je vais lancer un nouveau truc. Mais est-ce qu'en vrai, ça ne nourrit pas ta capacité genre à prendre des décisions? Finalement. Je sais pas. Ça serait compliqué de dire. Je crois que ce que ça permet de faire, avec le recul, c'est d'encaisser de l'info, de la ranger, et à un moment donné, de la sortir et de prendre une décision ou répondre à une question. Enfin, répondre à une question, c'est prendre une décision, c'est prendre une position, donc c'est prendre une décision. Même la question la plus anodine. Donc je pense que c'est ça que ça aide à faire, structurer un peu les différents compartiments et tout. Ouais, ça j'allais dire structurer. Ouais, mais de là, est-ce que ça aide à la prise de décision? Oui, du coup, je suppose indirectement. Ouais. Parce que quand tout à l'heure on discutait, naturellement tu disais que justement le fait d'envisager les scénarios, en fait tu structurais ta pensée. Ouais. Tu vois, et donc tu envisages différents scénarios, la manière de structurer, et qu'il n'y ait pas vraiment de résistance en fait à ce que tu puisses le faire. Non. Je trouve que ça nourrit, c'est fortement nourri en tout cas par le lâcher prise, tu vois. Probablement. Je pense qu'il faut être capable de lâcher prise sur plein de choses, notamment le côté peur du résultat, peur du fait que ça se passe pas exactement comme prévu. Toutes ces choses-là, il faut être capable de les lâcher. Déjà pour avoir la créativité de continuer à avoir plusieurs scénarios et de se dire que peu importe en fait tous les éléments qui peuvent venir parasiter ce qu'on a en tête, c'est pas ça qui va décider de la prise de décision que je dois prendre maintenant en fait. C'est pas grave. Ouais. Et le fait de faire cet exercice-là sans le vouloir naturellement, d'être capable de lâcher prise, de partir, de revenir, peut-être que ça joue aussi un rôle dans ta capacité assez naturelle à très vite, quand tu dois prendre une décision, le faire. Probablement. Peut-être. Hein. Cool. Thérapie en direct. Ouais, c'est à fond. Non, je sais pas, c'est mais c'est vrai que après, je suppose que ça se travaille. C'est marrant, je pense à j'ai un de mes potes qui fait beaucoup Vipassana là. Je sais pas si ça dit. C'est Vipassana, un truc de, je crois que c'est Vipassana, un truc de méditation où tu peux pas parler. C'est une application ou c'est une c'est un truc sur une retraite ou un truc comme ça. C'est ça. Ah ouais, ok. T'en as un peu partout dans le monde.
étant en Belgique. Et C'est retraite de silence, c'est ça? retraite de silence, Ouais, ça avec des m'intrigue. exercices aussi, je pense, de méditation très certainement. Ouais. Du coup, active. Ouais. Parce que dans une certaine mesure, est-ce que tu n'es pas dans une espèce de forme de méditation permanente quand tu ne peux pas parler pendant 10 jours? Enfin, tu vois, est-ce que c'est pas ça l'objectif? Et puis d'autres trucs, je pense, peut-être un peu de sport et tout. Et ça m'intrigue beaucoup aussi, ouais. Il le fait? Ouais, il l'a déjà fait 2 fois, ouais. Enfin, j'ai plusieurs potes qui l'ont fait, et dont un gars qui le fait. Ils en pensent quoi? Parce que moi aussi, ça m'intrigue beaucoup, en fait. Vraiment, ouais. c'est il en pense quoi? Il pense que il veut le refaire, Mm. donc c'est positif. Il veut pas le refaire demain, donc Ouais. c'est dur. Ouais. Mais c'est, je pense, constructeur. Après, qu'est-ce qu'il en retire? Ça doit être assez personnel, je pense. Ouais, je pense. Mm. Je sais pas. Mais en tout cas, ouais, c'est hyper positif. Et structurant pour lui, c'est marrant. Je parle plus c'est la même personne. Enfin, ok, c'est vrai. Il se reconnaîtra. C'est rigolo. Ok. C'est bien qu'on parle des techniques un peu de relaxation parce que je voulais te poser la question de savoir c'était quoi tes techniques à toi, justement pour faire diminuer ton stress. Je sais que la dernière fois quand on discutait, ta manière de fonctionner m'avait beaucoup intrigué sur cette notion du stress. Donc, tu m'avais dit évidemment que le stress au travail, c'était quelque chose qui était beaucoup moins présent pour toi que le stress privé. Et donc, je me posais la question de savoir comment est-ce que tu fais pour gérer le stress privé. Alors, dans ce cas-là, est-ce que tu as des techniques particulières? Est-ce que... Des techniques, on a parlé de certains trucs pour chasser, effectivement. Je crois, fondamentalement, il y a soit le stress lié à. Le stress, l'anxiété, je ne sais pas vraiment comment le définir, mais quelque chose de physique. Et si c'est physique, alors faire du sport. Tu vois, ça m'arrive souvent ok, j'ai besoin d'aller courir. Ok, toi c'est cool. Et puis, boum, on va ça peut être n'importe quoi, hein, aller grimper, aller faire du tennis. Et puis en plus, tu vois, il y a aussi, ça fait partie du rythme de ma vie, donc je pense qu'aujourd'hui, c'est quelque chose j'ai moins besoin aujourd'hui de dire, ça va pas, je vais courir. Ouais, ça c'est plus, j'y vais parce que c'est prévu, puis du coup, je pense que c'est des moments dans lesquels je déconnecte complet de tout le reste, en fait. Et ça fait beaucoup de bien. Okay. C'est la technique des yeux. Je pense que j'invite tout le monde à l'essayer. T'as un nom. On va définir ici un nom pour cette technique qui est incroyable. Tu aurais un nom pour cette technique et tu la baptiserais comment? J'en ai aucune idée, mais c'est vraiment l'idée de... Tu l'as fait breveter après, hein. Attention, brevet. Je sais pas. Non, mais c'est vraiment l'idée de partir, quoi. C'est l'idée le plus... C'est ça. Se laisser partir. Super pouvoir. Ouais, je sais pas ce que c'est. Mais je dirais ça. Et puis ouais, après, mais bon, c'est lié à ce qu'on a dit. Je veux jamais me laisser envahir par l'anxiété, quoi. Je préfère très, très vite... donc, parce qu'il y a quand même ce truc que j'ai dit là tantôt, et puis en fait, ça me fait penser de plus en plus, mais il y a prendre conscience, accepter, et puis après, on met sur le côté, on avance. Et on pense à autre chose, quoi. Et il y a suffisamment de choses dans la vie auxquelles on peut penser, voilà, qui permettent soit de relativiser, il y a des choses plus graves, ou simplement de penser à autre chose, parce qu'à ce moment-là, on a besoin de penser à autre chose. En fait, ce qui m'impressionne là, c'est que un processus qui n'est pas du tout naturel chez les gens, toi, en fait, c'est hyper naturel pour toi. Donc, tu vois, moi, la petite entreprise que j'ai créée, donc, je l'ai appelée Full Mindedness. Et l'idée, c'était vraiment ce côté-là de être capable de mettre de l'attention sur le moment présent. Donc, accepter, prendre l'information, prendre toutes les informations qu'on peut prendre avec ce qu'on peut percevoir, et ensuite agir par rapport à ça. Et donc, c'est le processus finalement de gestion des émotions classique, à savoir j'essaie de comprendre ce qui se passe, j'identifie, je visualise, j'accepte, je nomme tout ce qui se passe, et ensuite je vois ce que je peux faire avec. Et je trouve ça hyper étonnant que tu sois capable de faire ça naturellement, sans avoir travaillé consciemment ce processus-là, et que ce ne soit pas une stratégie d'évitement. Parce que
pour beaucoup, en fait, le processus de « Ok, je sais ce qui se passe, je passe à autre chose », c'est j'évite, en fait. Ça vient et hop, directement, je switch, je pense à autre chose ou je me focalise sur un truc dans lequel je suis très bon, par exemple le travail, ou je vais me défouler. Mais il n'y a pas le côté gestion. Il n'y a pas le côté j'accepte, je prends les choses, je prends un peu de recul si je peux, et ensuite j'avance. Tu vois. Et je trouve que c'est hyper, c'est hyper impressionnant. Après, c'est parce qu'il y a un truc que tu viens de dire qui est marrant, c'est que vivre dans le présent, en vrai, moi je vis beaucoup dans le futur. Je trouve. C'est quelque chose desquels dont j'ai pris et je prends, je pense encore. En tout cas, j'y prête beaucoup plus d'attention aujourd'hui qu'avant. Ouais. Et des exemples très cons, tu vois. Je pars en vacances, je pense au retour des vacances, tu vois. Comment on va rentrer, tu vois. Pour donner pour illustrer le propos, tu vois. Mais dès que tu pars ou au milieu. Ah, ok. Ouais. En fait, on revient à ce que je disais au début. Moi, je me projette tout le temps dans le futur. Ça, on va aller boire un verre et puis on va aller où après, tu vois. Il est midi, on va manger quoi le soir, tu vois. Donc, et du coup, il y a tout ce truc de justement vivre le moment présent. C'est un truc dont j'ai discuté récemment avec un de mes mentors. Où je lui disais, ouais, si tu pouvais refaire les choses, qu'est-ce que tu changerais? Et il m'a dit, ouais, profiter du moment présent, beaucoup plus. J'ai l'impression que c'est ce parce qu'on s'en rend pas compte. Tous les mentors disent, après avoir une certaine expérience, ils te disent, clairement, j'aurais fait différemment et j'aurais profité du processus beaucoup plus. Ouais. Après, je pense qu'il y a un vrai truc de, effectivement, quand t'es dedans, tu kiffes, mais en fait, j'ai l'impression, en fait, c'est ce que je disais aussi à un moment, tu t'en rends pas compte. Ouais. Tu vois, si on m'avait dit il y a 3 ans que j'allais lancer une boîte, que j'allais avoir 10 employés, je serais là, waouh, incroyable. Ouais. Enfin, allez, c'est ce à quoi j'aspire à ce temps-là. Et puis en fait, il y a un moment où tu as un plan, tu as préparé, tu déroules, et puis un jour, tu as une boîte, tu as 10 employés. Et ouais, t'as pas compris. Et puis, et ça changerait en fait. Ouais. Tu vois, tu te réveilles le matin, c'est pareil. Fondamentalement, parce que dans ta construction de toi-même, c'est juste le lendemain de la veille. Ouais, c'est ça. Et du coup, c'est marrant quand tu dis que je vis le moment présent, parce que j'aurais plutôt tendance à dire que je me projette dans le futur, et un peu trop. Ouais. Et c'est quelque chose que j'essaye justement de plus profiter. Enfin, tu vois, et ça, c'est compliqué par contre, de me déconnecter de cette idée de « et on fait quoi après ?» Mais par contre, je pense que ça, c'est aussi probablement, de nouveau en toute humilité, une de mes forces. C'est que j'anticipe énormément. Je vois. Là, pour le coup, je vois pas, mais je me projette à très très long terme et je vois le mal partout. Ouais, bien sûr. Et donc, c'est une force énorme, surtout en tant qu'entrepreneur. Pour le coup, c'est une analyse un peu de risque grande nature que tu arrives à faire. Exactement. Ouais. Là où, pour de nouveau avoir eu la discussion avec cette même personne, où lui, il me dit, mais tu te rends pas compte à quel point ton esprit entrepreneur fait que t'anticipes les choses et beaucoup de gens vont beaucoup moins loin dans la réflexion, tu vois. Ouais. Moi, on m'annonce un truc, je me dis, ok, ça c'est smart parce qu'il y a ça, et du coup il va pouvoir faire ça, et wow, incroyable comme move. Et puis tu discutes avec d'autres gens et tu vois, alors que ça pourrait eux les toucher, leur faire du mal, ils voient pas ça, indirectement, je parle pas de mal physique, spirituel, mais ça pourrait dégrader leur position, on va dire. Ils s'en rendent pas compte, quoi. Et là tu te dis, ok, bon, est-ce que c'est moi qui fabule? Peut-être. L'avenir nous le dira. Mais donc, ouais, donc tu arrives à... C'est super paradoxal. Tu arrives dans de la gestion de problématiques, ou donc problématiques, j'englobe prise de décision, j'englobe gestion potentiellement du stress, des émotions, anxiété. Tu arrives à ce moment-là à être vraiment dans le présent pour pouvoir le gérer directement. Mais dans le quotidien, s'il y avait une chose que tu devais potentiellement, par exemple, travailler ou optimiser, ce serait...
Profiter Profiter vivre du moment plus. présent. Ouais. Ouais. Mais je pense que le premier point, c'est très lié à l'anticipation. Hein. Ouais. C'est la capacité à se projeter loin et donc avoir un max de scénarios et du coup être rassuré sur le fait qu'on a vu un max de scénarios et du coup être capable de gérer la prise de décision. Donc je pense que ça, c'est finalement pas si paradoxal. Mais ouais, après, sur le temps présent. Mais tu vois, c'est paradoxal sur le fait d'être capable de mettre l'attention nécessaire, suffisamment nécessaire que pour te dire, ok, ce truc-là, je le ressens, je l'ai ressenti, je le sais, j'en prends conscience et je l'accepte, mais il faut passer à autre chose. Peu importe le temps que ça dure, ça reste quand même du moment présent. Tu vois, c'est prendre le temps de rester dans le moment présent suffisamment longtemps, même si ça peut être 1 minute ou ça peut être 10 minutes, en fonction de toi, ta perception, pour pouvoir en fait avancer, mais sans te dire qu'il y a un truc qui traîne, que je dois gérer, etc. Et je trouve que ça, c'est paradoxal avec le fait de justement être beaucoup dans le côté, on avance, on anticipe, qui pour le coup est un peu contraire au fait de profiter du moment présent, qui est l'idée de, ok, je me projette, mais par contre, maintenant, je dois profiter. Donc, si je dois sacrifier une petite partie de mes habitudes, imaginons aujourd'hui où je voulais déjà me projeter, je le fais, quoi. Il est midi aujourd'hui et je sais que j'ai un repas là de midi à 14h et je suis hyper content de ce repas-là et que je dois pas penser à mon repas du soir, je le fais facilement, tu vois. C'est ce côté-là. Je trouve que ça, c'est paradoxal que ce soit plus difficile de le faire, tu vois. Ouais, mais ouais, je sais pas. Il y a aussi il y en a un qui est très personnel et qui n'implique que moi. Il y en a un qui est de l'ordre du partage. Tu vois, vivre dans le moment présent, profiter d'un moment avec ma fille, avec ma femme, profiter entre guillemets des achievements vis-à-vis de la société avec mes associés du coup. Ça implique toujours les autres. Ouais, aussi. Pas que... Et moi, bien entendu. Mais donc ça, c'est plus difficile. Ouais. Enfin, je pense, je sais pas, en fait. Et pourquoi, pourquoi c'est plus difficile? Je sais pas. Là, tu viens de me... Aucune idée. J'en sais rien. Ouais, c'est intéressant. C'est hyper intéressant. Ce sera la réflexion de... réflexion post-podcast. Ok. Si tu devais donner donc 3 conseils à nos auditeurs qui résumeraient un peu notre propos, comment tu synthétiserais ça? Comment je synthétiserais ça? 3 conseils dans la vie, enfin 2 selon vies. Ta perspective, tu vois, genre par rapport à tes réalisations, évidemment, le but c'est pas de dire que tu vas donner la direction aux gens, mais je trouve que c'est intéressant de prendre de la perspective et de se dire, ok, d'après tous mes enseignements et d'après ce que moi, en tout cas, je vois et je vis, voilà ce que j'en ai retiré et peut-être que ça peut aider d'autres personnes, tu vois. Du coup, c'est des choses que j'ai déjà partagées dans la discussion qu'on a eue, puis avec d'autres potes aussi. Je pense, se projeter, se faire une idée mentale de là où on a envie d'être. Et ça s'applique à plein de domaines, hein. Dans la vie, évidemment, en général, mais projeter une idée de là où on veut être dans la vie implique de projeter les différentes facettes de sa vie. Privée, professionnelle, sportive, etc., etc. Je pense que ça, c'est 1. 2, préparer les choses. Bien les préparer, les penser, pas avoir peur de les affronter, les préparer. Et puis 3, rester en mouvement. C'est marrant parce que c'est un truc que mon père m'a toujours dit, mais alors pour le coup, ça s'appliquait pas du tout. Enfin, c'était pas dans ce cadre-là, mais... Et c'est 2 choses qui sont assez liées au sport. J'ai fait un peu de foot quand j'étais jeune. Et il me disait, en fait... sois toujours en mouvement.
parce que tu sais jamais quand la balle va arriver. Exactement. Et si tu es déjà en mouvement, C'est beaucoup ce sera plus facile de la contrôler ou de faire une déviation ou peu importe. Et en fait, ça s'applique dans la vie. Par rapport à l'immobilisme dont je parlais, si tu es en mouvement, peu importe ce qui va arriver, ce sera plus facile de l'absorber et de s'adapter effectivement et puis d'avancer. Du coup, c'est cette notion de peu importe, parce que pareil, du coup, dans le foot, tu peux être en mouvement, recevoir la balle, rater ton contrôle. Mais c'est pareil, avoir une situation, prendre une décision et qu'elle soit mauvaise, entre guillemets. Mais est-ce que ça veut dire que tu as perdu le match ? Non. Non. Et donc ouais, je pense que c'est cette idée de toujours rester en mouvement. Très, très, très belle analogie. J'ai bien aimé. Je pense que je l'avais pour le coup, il n'y a pas très longtemps, j'ai 2 potes avec qui je discute souvent. C'est toujours les mêmes gars d'ailleurs auxquels j'ai fait référence toute la discussion. Les gens mystères. Ouais. Big up à eux. Ils se reconnaîtront, c'est sûr. Et qui m'ont récemment dit ouais, mais tu sais, ton histoire de foot là, elle est incroyable. Hein. On en reparle très souvent. Pas pour eux, pour le coup, il y en a un qui joue au hockey, l'autre qui joue au basket, mais on s'en fout, ça revient au même. Hein. Ça s'applique à tout. Mais ouais, c'est. En plus, ça s'applique à tous les sports. Donc, ouais, tu peux facilement faire le parallèle. À tous les sports collectifs. Oui, collectifs, c'est ça. Ouais. Je vais te l'appliquer si en conférence ou quoi. Fais-toi plaisir. Je citerai. Tu peux aller loin sur cette analogie-là. C'est incroyable. Parce que même dans la projection, tu peux définir quel joueur tu as envie d'être. Ouais. L'anticipation, elle est aussi critique dans le monde du sport. Ouais, non, elle est super. Et puis, tu te prépares pour arriver à un match, pour gagner. Enfin, tu vois, tout ça, tu peux faire beaucoup de choses avec le sport. Incroyable. Incroyable. Ok. J'aime bien. Je pense là, on a fait le tour de ce que je voulais voir. J'ai envie qu'on finisse avec 2 questions. Go. Si tu devais dîner avec une personne, une seule personne sur cette terre, tu as une opportunité, c'est de dîner avec une personne. Ce serait qui ? C'est marrant, la première personne à laquelle j'ai pensé, c'est mon grand-père paternel, qui est décédé il y a quelques années. Et je pense, à la différence de mes autres grands-parents, il a eu une maladie pendant assez longtemps avant que... bref. Et du coup, j'ai jamais eu l'occasion de discuter vraiment profondément avec lui, tu vois, comprendre. C'est des discussions que j'ai pu avoir avec mes autres grands-parents, ce qu'ils ont fait, où est-ce qu'ils ont été, comprendre qui ils sont. C'est un truc de ouf, je trouve. Tu sais, ta famille, tu les connais pas en fait. Dans une certaine mesure, même ton père et ta mère, tu les connais. Enfin, en tout cas, je connais probablement moins mon père et ma mère que je connais certains de mes potes. Et du coup, encore pire entre guillemets sur les générations précédentes de ta famille. Et donc j'aimerais bien pouvoir discuter avec lui et du coup comprendre un peu sa vie. C'était quelqu'un d'inspirant pour toi ? C'était une personnalité forte, quelqu'un d'inspirant, c'était une personnalité forte. Après, il y a aussi une différence entre ce qu'on m'a raconté de lui et comment moi je l'ai expérimenté. Et c'est ce truc-là aussi qui m'intéresserait de creuser. Perception. Ouais. Maintenant que je suis devenu père, je vois mon père avoir un comportement qui se rapproche du comportement de son père, alors que quand j'entendais mon père parler de son père, c'était pas la même histoire, tu vois, et en fait ça se rapproche très fort de ce que moi je vis aujourd'hui. Et donc ça m'intrigue beaucoup, enfin aujourd'hui dans le contexte dans lequel à l'instant T, quoi. Ok, c'est super vrai ce que tu dis. Je pense qu'on s'en rend beaucoup plus compte en étant adulte, finalement, que les personnes les plus proches, finalement, qui sont nos acquis, en fait. On ne les connaît pas en profondeur. On connaît qu'une facette et une perception de ce qu'elles nous ont montré. Et on n'a pas ce qu'il y a derrière. Et je trouve que c'est quelque chose d'hyper important de faire l'effort conscient de découvrir ces personnes-là autrement que ce qu'on connaît d'eux. Tu vois, typiquement, tes parents, si tu as la chance de les avoir encore, avoir des discussions que tu n'as jamais eues avec eux. Aller sur des sujets
où tu pourrais penser que c'est tabou, c'est compliqué, mais rentrer dans ces sujets-là parce que tu leur as jamais posé ces questions. Il y a plein de questions qu'on pose jamais à certains de nos proches parce qu'en fait, c'est juste pas le schéma qu'on a connu et on va faire les mêmes choses, on va parler des mêmes choses, on a nos habitudes, on va reparler du passé, un peu du futur aussi, mais on va pas forcément parler de ces personnes-là, on va pas chercher à apprendre à les connaître. Alors qu'en fait, quand on grandit, je pense que on doit réapprendre à connaître finalement les personnes les plus proches parce que c'est des nouvelles personnes avec notre perspective de maintenant, tu vois. Ah ouais, parce que je crois que c'est vraiment dur de s'asseoir à la table. Il y a vraiment une notion de routine et c'est pas le schéma comme tu dis. Mais par contre, c'est très constructeur parce que très révélateur, je pense. Ouais, parce qu'en vrai, on est extrêmement, en tout cas dans mon schéma familial, qui est un schéma très traditionnel où voilà, papa, maman, qui sont restés ensemble toute leur vie, très proches de la famille, des grands-parents, etc. Aujourd'hui, je le vois. Quand je te parlais du fait qu'on me parle, je réponds pas, mais j'entends, mon père, il fait exactement la même chose que moi. Et il y a plein de facettes de ma mère où je sais, je me vois en elle, et inversement. Et donc, tu te dis, en fait, ce serait bien de remonter une génération et de comprendre si lui aussi, il était capable d'écouter et pas de répondre, tu vois, par exemple. Ouais, c'est clair. Ça serait intéressant. Ok. Ouais. Merci pour le partage. Et j'ai la dernière question. Si tu devais conseiller une œuvre, ça c'est une question que j'aime bien, à laquelle j'aime bien réfléchir, qui m'a été inspirée d'ailleurs par plusieurs podcasts, dont un podcast Les couilles sur la table, qui est un podcast féministe. On n'a pas parlé de féminisme aujourd'hui, mais qui sait, peut-être que tu seras amené à revenir dans le futur, on ne sait pas. Et cette question-là, c'est donc c'est une question pour savoir un peu ce qui toi t'inspire. Donc voilà, si tu devais conseiller une seule œuvre, ce serait quoi tu conseillerais? Ça peut être un livre, ça peut être une peinture, ça peut être je sais pas, une musique, peu importe. Un film? Un film, bien sûr. Je dirais un film. Je suis plus film. Je lis aussi, mais je viens de recommencer à lire. J'ai lu un moment pendant mais voilà, bref. Je dirais. C'est marrant parce que je suis en train de faire les parallèles avec. Mais je dirais Usual Suspect. Dans l'esprit, pour le coup, il était bien préparé. Ah ça. Il avait bien anticipé ce qui allait se passer. Il avait. Il y a beaucoup de parallèles. Avec ta vie? Ou avec ta manière de penser? Non, pas spécialement avec ma vie, mais plus par rapport à certaines choses qu'on vient de dire, quoi, tu vois, et que, comme je dis, il s'était certainement projeté dans une situation dans laquelle il voulait être, il s'était bien préparé pour y arriver, et par contre, tout au travers du film, il doit quand même faire face à ce qu'il arrive, parce qu'il y a la réalité du plan qu'il a mis en place, et puis après, il y a ce qui se passe réellement. Et puis au final, il y arrive quand même, quoi. Très très bon film, je suis d'accord. En plus, j'hésitais entre ça et Lucky Numbers 11, qui est un peu moins connu, mais qui va un peu dans la même. Si t'as pas vu, c'est le même genre de délire. Film avec quand même des acteurs assez connus, notamment Bruce Willis, Morgan Freeman. C'est le même genre d'idée. Je peux pas t'en parler parce que si tu l'as pas vu, que tu veux le regarder, il faut pas. Je vais le noter, tu vas me le recommander, je le regarderai. Avec Morgan Freeman, l'homme qui ne vieillit jamais. Apparemment. Ok. Combien qui est né vieux, on ne sait pas. On ne sait pas. Il y a toujours un doute. Il y a des mimes qui circulent par rapport à ça, on ne sait pas. J'ai vu des trucs passer hier, c'était marrant. Ok. T'as un mot de la fin? Merci. C'était cool, franchement. Magnifique. Merci à toi, c'était un plaisir. Et on se voit dans le prochain épisode. Ciao.